Merci d'être avec nous. 8h48. Vous voulez parler d'un sujet d'actualité qui vous intéresse, c'est le 0826 300 300. Oui. Et ce matin, nous en parlons. En tout cas, nous avons déjà des sujets, nous, avec Elisabeth Lévy, avec Éric Revel et avec Philippe Bilger. Oui, absolument. Et puis vous, donc au 0826 300 300 dans un instant. Alors, il y a beaucoup de sujets. On viendra sur l'apprentissage. Si vous voulez témoigner, vous nous appelez parce qu'il y avait ce constat particulièrement intéressant tout à l'heure d'Éric Revel sur l'apprentissage qui progresse en France. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme auparavant, voie de garage, et puis on se disait c'est parce qu'il y a échec, etc. Ce sont des véritables choix et qui débouchent sur des métiers, donc on le verra dans un instant. La liberté d'expression, vous l'avez dit dans votre édito à 8h15, Elisabeth Lévy avec cette affaire autour de Raphaël Enthoven. Et puis, tenez, peut-être avant de parler aussi un peu de politique, parce qu'il y a une décision qui est attendue dans les jours qui viennent à Toulouse autour de ce tueur en série. On en a parlé ce matin. Et Philippe Bilger, je profite de votre présence. Patrice Allègre, il va y avoir une demande de remise en liberté. Son avocat dit d'aménagement de peine. Ça fait 22 ans qu'il est en prison. On rappelle que c'est un violeur et tueur en série, en fait, terrible. Est-ce qu'il peut y avoir une remise en liberté ? Une remise en liberté, non. Là, les 22 ans, si je comprends bien, c'est la peine de sûreté. Oui. Et lorsque la peine de sûreté est expirée, ça ne veut pas dire qu'automatiquement un aménagement va être permis. Et j'espère que non. La justice tombe parfois sur la tête, mais tout de même, il y a des limites. C'est clair que si on permettait un aménagement de peine à un criminel de cette envergure et de cette gravité, c'est que la justice continuerait d'accumuler plus que oui, mais à un moment donné, ils sortent jamais. Ce genre de criminel ne sort jamais, Philippe. Si, mais tout de même... Pas après 22 ans. Pas après 22 ans, sinon autant dire que la peine... autant dire alors que la sanction est de 22 ans. Vous avez raison. Oui. Non, mais il y a une chose, moi, qui me choque. Alors, j'aime pas tellement me prononcer sur... ce genre de sujet, on ne connaît pas le dossier. Bon, moi aussi, instinctivement, je pense aux familles des victimes et je suis comme Philippe. Je me dis que, bien sûr, on préférerait qu'il reste en prison et d'ailleurs, probablement qu'il soit soigné aussi parce qu'il me semble qu'il doit y avoir un élément de pathologie dans ces choses-là. Mais ce qui me choque le plus, moi, ce qui me choque énormément, c'est toutes ces dames très convenables, souvent de grandes bourgeoises, qui s'amouragent de tueurs en série, qui veulent les épouser en prison. Là, il y a une sociologue canadienne qui rêve d'avoir un enfant d'Allègre. Et tout ça, c'est toujours très... Il a reçu beaucoup de lettres. Et je dois d'ailleurs un projet de mariage, quoi. Voilà. Et d'une femme qui dit, je sais plus, c'est une Canadienne, je crois, j'ai vu ça, qui veut absolument avoir un enfant de Patrice Allègre. Alors, je sais que toutes les folies humaines, si vous voulez, que l'âme humaine est pleine de surprises, mais j'avoue que là, je n'arrive même pas à l'envisager ou à le comprendre. Mais Elisabeth, pourtant, j'ai connu aux assises beaucoup de visiteuses de prison qui étaient émues et tremblantes à l'idée d'aller voir ces accusés qui allaient souvent être condamnés. Et il y a chez certaines femmes une fascination de l'extrême en se disant... Nous, on parviendra à le sortir d'affaire lorsqu'il sortira de prison. Oui, c'est ça. Guy Georges, c'est Guy Georges qui a tué des vieilles dames. Je crois que j'avais lu la même chose pour Guy Georges. C'est-à-dire, le crime... Pas que des vieilles dames, en fait, il avait des jeunes filles. Je confonds peut-être de... Non, mais il a fait tous les âges. D'accord. Mais, même celui-là, je sais qu'il recevait aussi des lettres en prison. Donc ça a l'air d'être une constante, le crime. Non, mais qu'on soit fasciné intellectuellement par le crime, qu'on essaye de le comprendre, ça, oui. Je veux dire, on a tous lu Crime et Châtiment, d'ailleurs, on est tous fascinés par ça, mais là, il y a autre chose. D'un livre. Éric Revel. Non, je veux pas faire l'historien du matin, mais la fascination pour le crime et l'horreur, elle est vieille comme l'histoire du crime en France. Souvenez-vous de Landru, par exemple, qui a assassiné beaucoup de femmes, qui avait quand même un drôle d'aspect, enfin, le peu de photos que j'ai vu de lui. Il paraît que les femmes en étaient red dingues. Alors, je sais pas si elles en étaient red dingues après qu'il ait été arrêté, mais il y a une fascination, je pense, presque une émotion tactile à voir, érotique, je pense. Non, faut pas généraliser. Non, mais parce que là, quelques individus, on peut botter en touche en disant mais comment les femmes peuvent-elles s'amouracher Ils se retrouvent jamais. En tous les cas,
il trouve toujours, visiblement. Il serait intéressant, Patrick, de voir que Allègre et Guy Georges en est fait. En revanche, il semble, mais je ne connais pas le détail de sa vie pénitentiaire, qu'un nommé Fourniret ait moins de succès et moins de séduction auprès des femmes. Après, les enfants, il y a quand même peut-être tout de même... Il y a le trait de caractère et les traits physiques également qui interviennent. On va au standard parce qu'il y a des appels et c'est Cécile. C'est Alain qui est avec nous. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour, c'était pour un petit sujet qui était un petit peu hors du coup. Non, mais allez-y. Tous les sujets sont sur la table. Villani à la mairie de Paris, c'était un boulevard offert à Mme Hidalgo. Parce que, si vous voulez, je comprends pas un type comme Macron qui veut réformer, qui ne supporte pas les principes de Mme Hidalgo, qui est complètement à gauche et militantiste, de tout un tas de groupes, d'associations. Il y a quelqu'un de Villani, qui est lui aussi un militant, mais très écologiste. On a besoin pour Paris d'un urbaniste. On a besoin de quelqu'un qui sait gérer une grande ville. C'est pas une ville de 10 000 habitants. C'est pas parce qu'on fait des logements sociaux dans le 16e, on va payer le kilo de pommes de terre 4 fois plus cher qu'ailleurs, que les gens seront mieux. Donc, on aurait besoin vraiment de quelqu'un d'efficace sur l'urbanisme, sur le plan de la construction, sur la circulation, la pollution et tout, qui englobe le tout. Donc ce que vous dites, Alain, c'est Emmanuel Macron aurait dû interdire entre guillemets à Cédric Villani, enfin dans la mesure de ses possibilités, d'y aller, quoi. Oui, mais même Benjamin Griveaux, il n'a pas le droit. Il aurait fallu qu'il fasse. Il n'a pas su renvoyer l'ascenseur, Macron. Parce que Macron a bien été chercher des gens comme Édouard Philippe, comme Premier ministre et tout. Je comprends pas pourquoi dans la mairie de Paris, où il y avait des républicains, comme Claude Gazgen, par exemple, qui connaissent très bien la ville, etc. Dative, on peut en parler un petit peu flou, mais Gazgen, par exemple, ou d'autres, qui auraient très bien pu effectivement être sollicités par Macron pour présenter quelqu'un qui barre la route. Alors vous, du Cap d'Agde, qui est-ce que vous verriez alors, justement? Moi, du Cap d'Agde, parce que j'habite aussi à Paris une fois de temps en temps. Moi, je suis originaire. Eh bien, écoutez, moi, j'aurais vu quelqu'un comme Claude Gazgen ou quelqu'un comme ça. Gazgen, il a peut-être un peu... Il est plus maire du 16e, d'ailleurs. Non, il est plus dans la lignée. Dans la lignée. Bah oui, mais je sais pas si c'est pas facile à trouver, ça, Éric Revel. Merci, Alain. Vous continuez de réagir, Alain. C'est vrai que ce qui s'est passé là, avec la double candidature en marge de Griveaux et de Villani, c'est un petit coup de canif quand même dans le côté jupitérien de la politique imposée par Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. Moi, je m'attendais à ce que il y ait une négo entre Griveaux, Villani via Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, et qu'on propose un truc à Villani et qu'il renonce. Moi, ça m'a beaucoup étonné, si vous voulez, que finalement l'appareil d'En Marche laisse partir à la charge Cédric Villani. Alors, il a toutes les qualités sans doute du monde, c'est un grand mathématicien, on l'a dit, médaille Fields, tout ça est vrai, mais quand on le voit, quand on l'entend, est-ce que avec tout la sympathie, pourquoi pas politique, qu'on pourrait avoir pour lui, est-ce qu'on a envie de voter pour quelqu'un comme lui? Moi, c'est la question que je me pose, parce que souvent, malheureusement ou heureusement, l'image qu'on donne ou la voix qu'on émet est presque aussi importante que les idées qu'on propose. Ça, c'est vrai. Et Cédric Villani, il a ce petit souci-là, à mon sens. Pardon, un mot, je trouve que moi, l'auditeur a dit quelque chose d'extrême bon sens, et si on le combine avec ce que vient de dire avec ce que vient de dire Éric, si vous voulez, le problème, c'est qu'effectivement, il nous faudrait à Paris moins d'idéologie et plus d'urbanisme et moins de tourisme. D'ailleurs, je vais redire. Vous l'avez déjà dit. D'un côté, mais d'un autre côté, c'est une élection politique, et pour être élu, il faut ce qu'on appelle du charisme, et en dehors de tout ce qu'on peut lui reprocher par ailleurs, je ne suis pas sûr que Benjamin Griveaux en ait suffisamment. Allez, restez bien à l'écoute, parce qu'on va continuer. On va continuer d'en parler. Non, c'est pas ça, mais il n'a pas de charisme. On va continuer d'en parler de tous ces sujets, de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut parler avec tout le monde aussi? Et puis l'apprentissage dans quelques minutes maintenant, juste après aussi le journal de 9h. Enfin, un petit point sur l'information. Il est 8h57. Et c'est le retour à 9h03 de notre petit-déj de l'actualité ce matin avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et Philippe Bilger. Et on a des appels au 0826 300 300. Oui, bien sûr, dans un instant. On rappelle aussi notre enquête à 9h30. Les personnes âgées sont-elles bien traitées dans les hôpitaux et les EHPAD? Question évidemment qu'on se pose après le drame de Marseille. Pour l'instant, vous êtes 90%, c'est assez massif à dire que non. Évidemment, quand on pose la question ainsi, on se dit que non, elles ne
ne sont pas bien traités. Et derrière, c'est plus nuancé dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'il y a parfois un manque d'effectifs, un manque de moyens aussi dans des urgences qui sont saturées, et puis dans des EHPAD où le métier est quand même assez difficile. On en parlera d'ailleurs avec des professionnels qui seront avec nous à 9h30. On revient sur nos sujets en fait du matin, du petit déjeuner en fait de l'actualité. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Éric Revel, on va parler de l'apprentissage en fait dans un instant. Mais il y a cette question que vous avez soulevée, Elisabeth Lévy, ce matin dans votre édito à 8h15, à propos de Raphaël Enthoven, qui a reçu une salve de critiques sur les réseaux sociaux parce qu'il ose aller parler, discuter en face de Marion Maréchal Le Pen dans une convention de la droite dans une quinzaine de jours. Et c'est la liberté de parler, en fait, d'échanger. C'est-à-dire qu'il y va, là, c'est la question du pluralisme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des gens qui devraient être en quelque sorte privés de parole. On ne peut pas interdire de parole Marion Maréchal, mais quand on dit il ne faut pas lui parler, c'est en quelque sorte pour la décréter infréquentable. Alors ce qui me frappe là-dedans, c'est que ça empêche qu'on discute ses idées. La discussion, normalement, c'est entre gens qui ne sont pas d'accord. Enfin, moi par exemple, j'ai un grand nombre de désaccords avec mes amis, et heureusement, ça rend d'ailleurs la vie tout à fait agréable. Donc, j'ai vraiment de plus en plus de mal avec ces oukases. Il faut dire qu'ils n'ont pas non plus un effet majeur. Raphaël Enthoven va y aller, mais Philippe connaît. Non, mais vous l'avez vu, l'histoire de Marion Maréchal au MEDEF, elle a été quand même interdite de tribune parce qu'il y avait une levée de bouclier. Ils sont grotesques. Le MEDEF a montré une lâcheté intellectuelle et politique absolue, mais je rejoins ce qu'a dit Elisabeth. On est tout de même dans un climat épouvantablement conformiste pour que le simple fait d'aller... Tout dépend des idées propagées en face aussi, par quelqu'un. Mais même Patrick, je veux dire, il a dit clairement, Raphaël Enthoven, qui est un des rares intellectuels à faire un sans faute en France pour l'instant, il dit j'y vais pour contredire, c'est la moindre des choses. Elisabeth a parlé récemment de Michel Sardou, c'est pareil. On vit dans un tel climat de frilosité que n'importe quelle démarche normale sur le plan de la liberté crée de l'émoi. Ça me paraît invraisemblable. Et je voudrais soumettre une hypothèse à Philippe et aux autres d'ailleurs. Moi j'ai le sentiment que si nos libertés se réduisent, et elles se réduisent de tous les côtés, Facebook, je vous ai dit qu'il nous a censuré, qu'il a censuré la une de Causeur pour un bout de fesse de Néandertal, en quelque sorte. Elle n'était pas assez belle, peut-être. Et donc, nos libertés se réduisent de tous côtés. Eh bien, j'ai l'impression, moi, ça me désole, qu'on s'en fout. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que les Français n'aiment pas assez la liberté. Contrairement à ce qu'ils disent. Éric Revel. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que je viens d'entendre. Je suis assez d'accord. Je dirais simplement que ceux qui considèrent qu'on ne peut pas parler à Marion Maréchal sont sans doute ceux qui sont totalement contre ces idées. Mais précisément, c'est parce qu'ils sont contre ces idées qu'il faut qu'elles débattent avec des gens qui s'opposent à elles. Sinon, vous laissez prospérer les idées. Et en fait, vous aboutissez à exactement le contraire. C'est-à-dire que les gens qui disent on ne parle pas au Front National parce que ces idées sont abjectes, on peut le considérer, enfin au Rassemblement National, on peut le considérer. Mais précisément, en parler avec eux, c'est avoir des arguments pour contester ces arguments. Je suis pas d'accord avec ça m'étonne pas, chère Elisabeth. Ça m'étonne pas, chère Elisabeth. Mais permettez-moi de développer mon point de vue. Permettez-moi de développer mon point de vue. Donc, par définition, dans un pays que j'appelle quand même un pays démocratique, qui est notre pays, refuser de débattre, c'est laisser prospérer des idées. Débattre, c'est la moindre des choses quand on est en démocratie. Et dans ces cas-là, on pèse, on sous-pèse au trébuchet de ce qui est possible à dire et ce qui n'est pas possible à dire, mais on débat. Si on commence à mettre des cordons autour des gens ou autour des idées politiques, pardon, mais on n'est plus dans un pays démocratique. Si je peux ajouter, c'est pas que je suis complètement... parlez bien dans le micro, parce que sinon... Pardon, c'est pas que je sois complètement en désaccord avec cette argumentation, mais il me semble que personne n'a décrété dans le paysage politique que tel ou tel parti est infréquentable. Si vous voulez, si le Front National est un parti infréquentable, eh bien il faut l'interdire. S'il n'est pas républicain, comme on l'entend bêtement, il faut l'interdire. Moi, quand je vois que le service public
des gens du service public de l'audiovisuel qui font des mines, ça me concerne, elles représentent des électeurs. Donc, si vous voulez, moi, l'idée de dire, c'est vrai, on peut combattre, on peut ne pas combattre, mais en tous les cas, personne n'a à dire ce parti-là ou ces gens-là, tant qu'ils ne sortent pas du cadre républicain. Et surtout, on n'a pas à choisir avec qui on parle ou non. Moi, je suis frappé de quelque chose qui se déroule depuis des années. À un moment donné, on refusait de parler avec certaines personnalités sulfureuses parce qu'on les estimait diables. Et au fur et à mesure qu'elles-mêmes se dépouillent de cette diabolisation, on continue à les refuser. C'est hallucinant. Le seul critère, à mon avis, c'est la courtoisie du débat. Moi, je n'irai pas... Courtoisie, et puis peut-être sur certaines idées, quand même. Il y a des gens avec qui il est quand même difficile de parler. On a le droit, Patrick, d'avoir n'importe quelle idée en face de soi, si j'ose dire. N'importe laquelle. N'importe laquelle, dès lors que c'est dans l'espace républicain, qu'on a quelqu'un, un homme ou une femme qui est capable de formuler une argumentation et qu'il accepte qu'on le contredise. Mais sinon, vous avez le droit d'essayer de persuader l'autre aussi. Bien sûr, alors on a le droit d'espérer. Non, juste un mot, moi je crois, si vous voulez, je ne demande pas à ce qu'il soit interdit de parole, mais il y a des gens avec qui je pense que c'est du temps perdu de parler. Je pense à Soral, puisqu'on en a souvent parlé ici. C'est pas du tout, moi je demande pas, je n'irai pas à des écologistes dogmatiques. Je n'irai pas non, mais les gens malhonnêtes, ça c'est non, mais je me souviens d'un débat. Mais là, c'est une question de malhonnêteté intellectuelle. Cela, vous discutez plus avec Elisabeth. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand même... Il faut, je ne crois pas non plus qu'une société puisse fonctionner dans un régime absolument à 100% libéral. C'est-à-dire, il y a toutes les sociétés proscrivent un certain type d'expression publique. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour parler, ma chère Elisabeth, parce que sinon, on parlerait pas beaucoup. Dans ce petit déjeuner de l'actualité, on va terminer par ce qui est assez positif, quand même, Éric Revel, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est l'apprentissage qui marche bien en France, dans quasiment tous les secteurs de l'apprentissage. Pas qu'en Allemagne, alors finalement. Alors, pas autant qu'en Allemagne, quoi. Mais ça fonctionne. Bien sûr. Vous savez, on est dans un pays qui est le pays des Lumières, des droits de l'homme, donc on a beaucoup intellectualisé les formations de nos jeunes, y compris dans des filières universitaires qui mènent strictement à rien, sinon à Pôle emploi. Mais parce qu'on aurait un droit à la culture, on pourrait se mettre dans des universités pour ne rien faire et s'étonner d'être au chômage. Ben oui, l'apprentissage, c'est une super formule. Je rappelais ce matin, Patrick, que les CFA, les centres de formation d'apprentis, ont totalement été réformés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a permis d'en créer plein, donc d'alimenter des filières pour une filière, celle de l'apprentissage, qui est extrêmement valorisante. Il faut remercier les médias. Je parlais de la pâtisserie tout à l'heure. La télé a donné, ou les émissions de radio ont donné à la pâtisserie un lustre absolument incroyable. Et ce qui est très fort, c'est qu'en face, vous avez des entreprises qui veulent recruter mais qui n'ont pas ces formations. Et vous avez des jeunes qui rêvent de travailler. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, l'apprentissage, je le disais, j'ai mon fils. Il faut se lever très tôt, il faut aimer travailler. On fait de la pâtisserie, là, par exemple. Mais en fait, c'est une voie qui vous donne concrètement un job. Et je citais ce chiffre, qui est incontournable, puisque Philippe parlait de l'Allemagne. Les moins de 25 ans en Allemagne, 5% de chômeurs. Les moins de 25 ans en France, 20% de chômeurs. Donc, si on n'a pas un problème de formation concrète dans nos filières universitaires ou petites écoles de commerce où les parents payent pour pas grand-chose, c'est la démonstration que l'apprentissage marche en Allemagne et marche en France maintenant. Elisabeth Lévy, parlez bien dans le micro toujours. Vous allez faire un petit truc. Je vais faire un stage de micro. J'aime pas qu'Elisabeth prend trop de précautions, c'est qu'elle va essayer de m'assommer. Non, je ne vais pas du tout vous assommer, c'est juste sur le début, parce que je suis tout à fait sensible à ce que vous dites. Moi, j'ai vécu en Suisse, et en Suisse, l'apprentissage est tout à fait valorisé et mène à de très belles carrières. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble du propos. C'est le début que je voudrais critiquer un peu, c'est quand vous dites on intellectualise trop, vous comprenez, dans nos universités, on leur apprend des choses qui servent à rien. On leur apprend rien dans ces universités dont vous parlez, parce que si au moins on leur donnait ce bagage qui permet après de réfléchir sur n'importe quel problème, de s'adapter, etc. Attendez. Le renoncement dans des tas de formations à la culture générale est pour moi un crime.
Je veux dire, je suis navré. Je veux dire, on ne peut pas. Les pâtissiers aussi ont besoin de savoir s'exprimer, de savoir. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, Elisabeth. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai du mal à m'exprimer, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout contradictoire avec le fait que dans notre pays, il y a une sorte de dilection pour la chose intellectuelle qui n'est pas loin d'une condescendance et d'un mépris pour le reste. Si tu veux, c'est tout à fait d'accord. Mais je suis d'accord, il faut de la culture générale pour tout le monde. Et en ce moment, on l'abandonne un peu partout, comme vous le savez, y compris à l'ENA, y compris à Sciences Po. Et si vous voulez, et on va pas leur apprendre, et on ne va pas leur apprendre en écge à se servir de leur guidoir. Vous savez, l'apprentissage, moi, tel que je le vis avec mon fils, ça apprend deux choses essentielles. Même si il faut avoir une filière universitaire qui vous permet de réfléchir, d'avoir une culture générale, c'est le goût de l'effort. Pour des jeunes qui en sont un peu privés. Moi, il a fait un bac S, mais vous voyez, il est passé du bac S à l'apprentissage. Le goût de l'effort et la valeur travail. Je peux vous dire que ça n'a l'air de rien. Alors ça fait un peu conservateur et vieux ringard, mais le goût de l'effort et la valeur travail pour des jeunes qui aujourd'hui s'abreuvent de smartphones et d'iPad, c'est pas du tout négligeable. C'est difficile, ça demande de la rigueur, mais si on pouvait par ce biais-là recentrer un peu le régalien, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand vous êtes dans le goût de l'effort ou la valeur travail, vous respectez plus le travail des autres, vous respectez plus les autres, vous respectez plus le vivre en société, parce que vous savez que c'est dur. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a l'apprentissage classique dont vous parlez, et puis il y a aujourd'hui ce qui se développe beaucoup, c'est l'alternance, et y compris sur des métiers à haut niveau, ingénieur, etc., où on peut, tout le monde ne peut pas faire et n'est pas accepté dans des écoles d'ingénieurs, et vous pouvez très bien faire d'autres formations qualifiantes, très qualifiantes. Mais est-ce qu'on trouve des entreprises ? Oui, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises, alors ça dépend des secteurs. Ce qui est bien aussi avec ça, que ce soit l'apprentissage et puis l'alternance, c'est qu'on peut s'adapter aussi au territoire et qu'on peut mener un certain nombre de politiques en fait régionales pour pouvoir produire de l'emploi plutôt que de former comme on le faisait il y a quelques années des milliers de psys. On n'avait pas besoin forcément des milliers de psys. Non, mais c'est un mauvais exemple. Je vous signale que les psys sont pris d'assaut. Oui, aujourd'hui. J'ajouterais un critère à ce que vient de dire Eric. Ça apprend aussi la passion professionnel. Je suis frappé de voir à quel point en France, par de multiples échanges, les gens ont perdu l'enthousiasme de leur métier. C'est catastrophique. Merci à tous les trois, Elisabeth Lévy, Éric Revel, Philippe Bilger. Philippe, on vous retrouvera ce soir, vous ferez un petit peu de rab avec évidemment les vraies voix, et Éric Revel qu'on retrouvera aussi tout à l'heure chez Valérie Expert. Ça me permet de parler de Valérie tout à l'heure, 10h midi, de l'ensemble de ces débats, la partie média dans un premier temps, les débats jusqu'à midi, avant de retrouver Dédé Berkoff qui sera évidemment sur le pont de midi à 13h, comme chaque jour.